Alors, les bons plans placement avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonsoir Thomas. En 2023, c'est toujours au début de l'année, on se pose la question de ces bonnes résolutions. Et c'est vrai que pas mal de choses ont bougé d'un point de vue de l'épargne. Et c'était l'occasion de faire un petit bilan avec vous. On va décomposer ça avec les grandes thématiques classiques de l'investissement, si vous en êtes d'accord. Les produits de taux, les actions, l'immobilier et puis peut-être les liquidités. Alors, on commence par le taux, parce que c'est ce qui a bougé le plus ces dernières semaines, ces derniers mois. Tout à fait. En plus, le retour de la hausse des taux et de l'inflation. Et le retour, j'ai envie de dire, des fonds en euros, puisque la plupart des épargnants français, notamment en assurance vie, ont suivi ces dernières années la désaffection qu'on peut avoir pour le fonds en euros. C'est un peu le retour du fonds en euros. C'était peut-être un peu imprévisible. Enfin, en tout cas, c'est surprenant. Aujourd'hui, on voit que les fonds en euros commencent à remonter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, déjà, ce qu'on constate, c'est que les taux vont plutôt tourner autour de 1,8, 2% en moyenne pour les meilleurs, 2,50 pour les meilleurs. Les performances commencent à sortir. Deux phénomènes qui expliquent cette hausse. Évidemment, la hausse des taux. On en a parlé dans la partie précédente. Les taux ont augmenté, l'OAT 10 ans a augmenté fortement. Donc ça, c'est évident que c'est la première explication. Mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'il faut comprendre, et on l'a rabâché pendant des années, les fonds euros sont remplis d'anciennes obligations. Et donc aujourd'hui, la performance des fonds en euros, même à 2%, sont souvent en fait sponsorisés par les réserves, alors qu'on s'attendait plutôt à utiliser les réserves dans les années plutôt de taux bas, et en fait, les compagnies vont utiliser les réserves, alors que les taux... Il y a une inertie en effet forte. C'est pour ça que, plutôt qu'un fort rebond, on pourrait parler on a touché le fond de la piscine peut-être? Oui, probablement, oui. On peut se dire ça. Maintenant, le sujet du fonds euro, c'est qu'il mettra plus de temps. Il y a le livret A qui pousse, qui est déjà à 3%. La question du fonds en euros, je pense qu'il faut l'avoir en tête parce que c'est toujours, c'est pas un produit concurrent d'une certaine manière au livret A. C'est intéressant de l'avoir dans son patrimoine. C'est un fonds de portefeuille, une quille du bateau. Ça permet de faire aujourd'hui, par exemple, je pense à beaucoup d'épargnants ont envie aussi d'utiliser l'effet de levier. Leur banque leur ferme, même pour les bons dossiers, l'accès au crédit. Avec un fonds en euros, aujourd'hui, on peut revenir sur des fonds euros à 100%, alors que pendant des années, les compagnies limitaient l'accès aux fonds euros. On peut obtenir une avance sur 80% du montant à utiliser avec parcimonie, j'ai envie de dire. Mais si on veut débloquer une opération, on a une avance qui peut durer 6 ans. Ça peut être intéressant de son patrimoine de l'avoir pour cette raison. Alors peut-être que dans cette famille des produits obligataires qui offrent une certaine garantie, il y a des choses plus attractives en ce moment. Voilà, et donc on a le retour des fameux fonds obligataires datés. On a beaucoup de questions en fait d'épargnants chez nous qui nous disent c'est bien, l'obligataire c'est réservé aux institutionnels. Comment je fais moi en tant que particulier pour y aller? Donc effectivement, on a les fonds obligataires datés. C'est un peu le produit pour monsieur tout le monde qui est assez attractif. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des équipes de gérants spécialisées qui achètent des obligations. Ils se fixent une durée maximum et ils vont chercher en fonction d'un certain nombre de signatures, de contraintes et du risque qu'ils sont prêts à prendre pour leurs clients et de la demande du client, un certain nombre d'obligations qui répondent à ces niveaux-là. Aujourd'hui, on a des fonds obligataires datés, donc par exemple qui ont une échéance à 5 ans. Les gérants vont acheter des actions, des obligations, vont investir sur ces obligations, par exemple notées triple B, qui sont à la frontière entre l'investment grade et le high yield. Donc la partie investment grade est un peu plus conservatrices sont un peu moins risquées, le high yield c'est un peu plus risqué, mais quand on est à la frontière, on arrive aujourd'hui à trouver des fonds qui proposent un rendement autour de 5% sur une échéance à 5 ans. Donc ça c'est une solution accessible en assurance vie assez facilement et qui répond à la question de l'obligataire. Avec une dose de risque un peu plus élevée qu'un fonds euro, parce que derrière il y a une signature... C'est pas garanti en capital, mais c'est des équipes de gestion généralement très aguerries et qui ont une capacité... Leur objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de défauts à l'intérieur de leur... Voilà, puis c'est toujours la même loi d'airain, plus de risques, plus de récompenses, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a quelques fonds obligataires qu'on trouve sur le marché qui vont chercher un tout petit peu, chercher plus de rendement, mais qui vont être beaucoup plus exposés en termes de risque. Donc nous, notre recommandation, c'est plutôt de rester sur la cible qu'on a évoquée là. Le risque supplémentaire et le rendement supplémentaire pour les fonds plus risqué ne nous paraît pas être intéressant. Alors, je parle de cette loi d'airain, mais parfois il y a des petites anomalies, des petites exceptions, et c'est l'occasion de parler des livrets. En effet, vous le mentionnez, avec un livret qui rapporte plus qu'un fonds euro, par exemple. Là, il y a une petite distorsion. Une petite distorsion. Maintenant, c'est un produit qui est limité. On ne peut pas vraiment construire, par exemple, sa retraite, ni sa transmission. On est limité en termes de montant qu'on peut déposer sur un tel livret, mais il faut en avoir un, malgré tout, dans son portefeuille. Bon, donc on a entendu le message fonds obligataire daté. Sur les produits actions, qu'est-ce qui retient votre attention? Aujourd'hui, nous, l'approche qu'on a sur les produits actions, c'est de proposer des fonds à formule, des produits structurés, ce qu'on appelle les produits structurés. On a identifié 2 pistes qui sont intéressantes aujourd'hui
aujourd'hui, ce sont les produits structurés, alors qui reviennent un peu sur le devant du marché. Pourquoi? Parce qu'on a un contexte de volatilité et on a un contexte de remontée des taux. Donc ça donne de nouveau un intérêt et une bonne fenêtre pour saisir ces produits-là. Deux types de produits qu'on propose aujourd'hui. Ceux qui proposent un coupon garanti, donc pas de capital garanti, mais coupon garanti. Donc attention, vous avez toujours le risque de défaut généralement de l'émetteur. Donc ce n'est pas des produits qui sont garantis en capital et il faut bien l'avoir en tête. Maintenant, le coupon garanti peut être de l'ordre de 4%. Sur une échéance à 3-5 ans. C'est des produits qui peuvent sortir et être remboursés d'ici 3-5 ans. Donc c'est ça l'échéance qu'il faut avoir en tête. Et par ailleurs, on peut avoir aussi des produits capital garanti. Là, le rendement ne sera pas garanti pour le coup, mais le capital sera protégé. Là aussi, avec le risque de défaut de l'émetteur. Bien regarder qui est l'émetteur. Et là, on est sur des coupons de l'ordre de 2,5%. Et on pense qu'aujourd'hui, ça peut être tant intéressant pour les épargnants, le grand public, que pour les trésoreries d'entreprise, notamment sur les solutions de capital garanti à 2,5%. C'est une solution pour absorber une partie de l'inflation sans prendre de risques démesurés sur ses excédents de trésorerie. Voilà, vous l'avez mentionné, hein, la difficulté de ces produits structurés, c'est la signature de l'émetteur. Il faut avoir des bonnes maisons pour prendre le moins de risques possible. L'immobilier, ça c'est aussi une de nos spécialités, l'épargne immobilière. Donc ça, on regarde évidemment de très près. Alors, première catégorie de produits dans l'immobilier, ce qu'il faut dire déjà, c'est que oui, on a en tête, et les épargnants, le grand public, sait très bien qu'on est plutôt sur une pression à la baisse des valorisations sur le marché. Et ça, tout secteur confondu, les résidences pour les particuliers, alors, les bureaux, les commerces. En tout cas, c'est ce qu'on peut anticiper, c'est ce qu'on commence à constater. Et c'est une corrélation de la hausse des taux. C'est lié à la hausse des taux, c'est attendu. Maintenant, on voit que la hausse des taux est peut-être derrière nous, donc peut-être que cette stabilisation des valeurs va par définition s'arrêter et qu'assez vite, on va repartir sur une dimension de remontée des valeurs. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, si on passe par les produits d'épargne immobilière, il y a deux catégories, hein, c'est les SCPI. Les SCPI ont une résilience très forte. C'est assez intéressant de voir que, par exemple, quand on est investi sur des SCPI, on est investi sur un tel grand nombre d'actifs généralement. Par ailleurs, il y a des éléments mécaniques aux SCPI dans leur construction qui font qu'en fait, elles amortissent les baisses. Donc aujourd'hui, on voit que les SCPI ont plutôt tendance soit à stabiliser leur valeur, soit même certaines à revaloriser. Là, c'est l'approche un peu sectorielle qu'il faut avoir. On va parler juste après du nouvel SCPI santé de chez Amundi. On a vu qu'en fin d'année, courant 2022, il y a 3 SCPI sur le marché SCPI santé qui ont revalorisé, donc ont augmenté leur patrimoine. Donc notre approche, c'est plutôt de dire il faut y aller secteur par secteur. Il y a certains secteurs qui sont un peu en dehors de ces enjeux de baisse de valeur parce qu'elles ont des modèles économiques, mais également des perspectives long terme qui font que leurs actifs se valorisent. Et deuxième grande catégorie, les SCI. Et les SCI sont... Alors là, il y a deux catégories ici. Alors, j'ai oublié de le dire, sur les SCPI, on constate que le taux, c'est plutôt 4,5. Là, les premières annonces ont été faites. Et on a vu encore cet après-midi des performances qui ont été annoncées autour de 5%, voire supérieures à 5%. Et sur les SCI, il y a deux catégories. Il y a des SCI qui, en moyenne, la performance 2022 qu'on commence à observer, c'est plutôt 3,5. Maintenant, il y a une catégorie de SCI qui, donc c'est quoi? Je rappelle un peu, la SCI, c'est l'idée d'aller investir par l'assurance vie uniquement, sur une multitude de produits immobiliers. Et par exemple, la SCI que propose Prémalliance Immotrend, c'est une SCI de SCPI. Elle a délivré une performance proche des 4%, juste un peu en dessous, alors que parce qu'elle est investie essentiellement en SCPI, et comme on l'a expliqué, les SCPI ont une résilience très forte. Lorsqu'on est sur des SCI qui investissent directement dans l'immobilier, là, il y a l'effet en fait de valorisation qui est perçu plus directement dans le produit, donc on est sur des performances un peu plus basses. Mais bon, c'est des produits de détention de long terme, et donc on est très confiant sur l'avenir de ces produits-là et du rendement. On n'a pas évoqué le private equity, est-ce que vous voulez en dire un mot? Oui, alors il y a deux types d'investissements dans le private equity, en tout cas sur la partie immobilier. Donc ça, nous on est en train de faire une étude pour voir un petit peu ce que donnent les performances des fonds, en tout cas des solutions de private equity immobilier qui ont été proposées ces derniers temps. On sera en mesure, je pense, au prochain numéro de donner un petit peu le bilan. On fera un focus plus détaillé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des produits très long terme et qui, une fois que ces produits ont passé leur phase d'investissement, donc les premières années, après, on est en mesure de voir un petit peu ce que ça donne. Et a priori, comme on est sur vraiment une logique long terme, il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre de ce côté-là. Alors, on va voir le tableau que vous nous avez apporté qui récapitule bien tout cela et surtout qui fixe les idées sur les espérances de rendement des différentes catégories. Ouais.
Bon, on n'a pas le temps de le commenter en détail, mais ceux qui veulent le regarder en replay pourront tout à fait le voir. Et retrouver soit dans nos articles, dans nos newsletters sur bienprévoir.fr ou Prémagnance ou sur nos sites, ces contenus-là. Et on voit bien qu'on fait la distinction entre l'immobilier et le financier et qu'il y a vraiment beaucoup de solutions. C'est ça, en fait, l'idée de cette intervention, c'était de proposer une panoplie de solutions directement accessibles aujourd'hui pour le grand public. Et en podcast, même si vous ne verrez pas les chiffres, mais il faut combiner, il faut jongler avec les outils. Merci en tout cas. Merci Thomas. Vous pourrez entendre Vincent sur le podcast. Merci Vincent pour ces explications. On va s'intéresser aux non-cotés dans la séquence qui arrive.